Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce dernier webinaire de l'année 2022 qui portera sur la protection sociale. Préalablement au déroulement de cette présentation, je tenais à vous préciser qu'en raison des conditions climatiques, nous avons changé notre manière de faire, donc il se peut qu'il y ait des petits dysfonctionnements techniques. Donc au préalable, je vous demande de nous en excuser. Et si tout se déroule bien, j'en suis ravie et nous allons pouvoir commencer cette présentation sur la protection sociale complémentaire. Alors, qu'est-ce que la protection sociale complémentaire? Surtout, quelles en sont les obligations? Quelles vont être les modalités de mise en œuvre? Et enfin, qu'est-ce que le régime fiscal et social de faveur et à quel moment on peut en bénéficier? Alors, le régime de protection sociale, il faut l'entendre largement et ça s'entend largement parce que ça porte sur la mutuelle, ça porte également sur la prévoyance, mais ça porte également sur la retraite. Et oui, la protection sociale, c'est large et du coup, nous allons aborder les obligations légales qui s'imposent à vous, chef d'entreprise, qui employez des salariés de 1 à 10 000 salariés. Il y a des obligations légales qui sont en matière d'incapacité de travail. C'est quoi? En fait, c'est lorsqu'une personne est en maladie non professionnelle ou professionnelle d'ailleurs, mais les conditions vont être différentes. Vous avez l'obligation de faire un complément aux prestations de sécurité sociale, d'où le nom protection sociale complémentaire en fait. Vous venez en complément de la sécurité sociale. Alors, je vous donne un exemple. Un salarié qui a plus d'1 an d'ancienneté, qui tombe malade et qui est en arrêt maladie et qui le justifie dans les 48 heures, vous devez maintenir le salaire sur la base de 90% déduction faite des IJSS pendant les 30 premiers jours, puis ensuite 2/3 de sa rémunération, déduction faite des IJSS pendant encore 30 jours. Alors là, attention, ayez à l'esprit, c'est l'obligation légale que je mets en avant. On est bien sur les obligations légales. Vous avez également des prestations d'essai. Si vous employez un cadre dans l'entreprise, vous avez l'obligation de prévoir un complément. C'est une cotisation 100% patronale qui est de 1,5% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé par les cotisations de sécurité sociale. Je bafouille un peu parce qu'effectivement, avant, c'était beaucoup plus simple. Avant la fusion Agirc-Arrco, on était à 1,5% de la tranche A. Mais comme ces tranches n'existent plus depuis que les caisses ont fusionné, donc depuis le 1er janvier 2019, nous sommes sur une seule et même caisse de l'Agirc et de l'Arco, nous n'avons plus cette référence à la tranche A et tranche B. Et l'ANI de 2017 est venue également le décret du 30 juillet 2021 qui précise exactement ce que sont que des cadres, ou en tout cas l'encadrement. On ne parle plus de tranche A, tranche B et tranche C, on parle de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé par la cotisation de sécurité sociale. C'est le PASS ou le PMSS. Nous avons aussi depuis le 1er janvier 2016 pour le droit commun, je vais appeler ça ainsi, nous avons l'obligation de mettre en place un régime de frais de santé, c'est tout simplement la mutuelle, et un peu plus tardivement sur le droit local, c'est-à-dire l'Alsace-Moselle, vous avez été obligé de la mettre en place à partir du 1er juillet 2016. Cette obligation porte sur un socle minimum pour la couverture santé et elle n'est obligatoire qu'à l'égard du salarié isolé. Puis vous avez également d'autres obligations légales en matière de protection sociale. C'est l'adhésion à un régime de base pour l'ensemble de vos salariés. Donc on parle de la CARSAT, on parle également de la MSA et pour les indépendants de l'URSSAF. Et puis enfin, nous avons la fameuse retraite complémentaire qui est la fusion, donc l'Agirc et l'Arco, donc on n'a plus qu'une caisse qui est l'Agirc et l'Arco. Et d'ailleurs, j'en profite et je fais une toute petite aparté sur le fait que
La valorisation des points est la même depuis le 1er janvier 2019, qu'on soit cadre ou non cadre. La seule différence, c'est la rémunération qui va vous apporter plus de points. Donc, c'est vrai que les salariés ont encore à l'esprit que d'être cadre, on cotise mieux. Alors, oui, si la rémunération est plus haute, mais en revanche, ça ne vous donne pas, sur ce régime complémentaire légal, de points supplémentaires, ou en tout cas, ça ne vous les donne plus. Précision faite, nous avançons et donc nous précisons qu'est-ce qu'une protection sociale complémentaire. Alors, comme je vous l'ai déjà évoqué un peu avant par cette obligation légale, c'est le fait de compléter le régime de la sécurité sociale, donc qui vient compléter les risques, la couverture des risques liés à l'atteinte de l'intégrité physique, la maladie, l'accident, mais ça vient aussi compléter en matière de maternité, d'incapacité de travail ou d'invalidité décès. Pour la complément de régime d'assurance vieillesse, eh bien, tout simplement, vous venez compléter les deux régimes de base que j'ai évoqués avant, le régime de base et le régime complémentaire. Alors, à quel moment, petite précision, on vient compléter ces régimes? On les complète lorsqu'un accord de branche, ce qu'on appelle la convention collective plus communément, vous l'impose, ou lorsque vous décidez, vous, de protéger davantage vos salariés en matière de protection sociale pour leur garantir des risques plus adaptés à votre activité principale, par exemple. Donc, préalablement à la mise en place, à quoi doit-on penser? On doit penser à l'organisme de couverture. On doit également penser à l'analyse des garanties de protection souhaitées ou imposées. Alors, l'organisme de couverture. Effectivement, il existe 3 types d'organismes de protection sociale. On a des institutions de prévoyance, on a des mutuelles et on a des assureurs. La précision est la suivante, c'est que depuis maintenant quelques années, et 2018 le terme, vous n'avez plus d'obligation de prendre l'organisme de protection sociale qui est prévu par votre convention collective. Vous pouvez tout à fait prendre la décision de souscrire auprès d'un autre organisme que celui qui est recommandé dans la convention collective. De même, vous pouvez très bien vous dire, j'ai déjà cet organisme de mise en place, je vous donne un exemple, Malakoff Médéric ou auprès d'AXA pour un assureur ou GAN ou autre, peu importe, et vous pouvez vous dire, je souhaite tout centraliser auprès du même organisme, c'est-à-dire de mon régime de prévoyance obligatoire légale au régime conventionnel, excusez-moi, ou encore celui dont vous avez pris la décision de mettre en place les garanties de protection souhaitées, ou alors vous pouvez diversifier et avoir plusieurs organismes de protection sociale. Donc, une fois que vous avez décidé de l'organisme, une fois que vous vous êtes rapproché de lui, ainsi que de votre juriste, si jamais vous ne savez plus trop où, vers quoi vous devez tendre en matière de protection et les garanties que vous devez couvrir, il va falloir choisir les bénéficiaires. Alors, soit vous vous dites les bénéficiaires sont imposés par la convention collective, donc pour la mutuelle, on n'a pas de problématique parce que, enfin, on n'a pas de problématique de savoir est-ce que je couvre que les cadres, que les non-cadres, puisque l'ensemble du personnel doit en bénéficier. Mais pour la prévoyance, la convention collective peut ne prévoir que les non-cadres, il peut aussi prévoir que les cadres. Et dans cette hypothèse-là, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que j'élargis à l'ensemble de mon personnel et je fais de cela un avantage et je communique sur le sujet comme tel, ou alors vous vous dites, bah non, je me limite aux dispositions conventionnelles et dans ce cas-là, pas de souci. Comme vous êtes rapproché de votre organisme de protection sociale, vous lui dites, je veux souscrire tel type de contrat pour mes obligations minimum qui sont prévues conventionnellement ou légalement. Donc, en fonction de ce que vous avez choisi, la question va se poser, si vous avez étendu le choix de bénéficiaire, vous allez vous poser, est-ce que je me contente aux garanties qui sont prévues dans la convention collective ou est-ce que je souhaite mettre
davantage de protection. Et dans ce cas-là se pose l'idée de est-ce que je module mes garanties de protection en fonction des bénéficiaires ou est-ce que je fais une application uniforme? Parallèlement à l'ensemble de ces questions et au travail que vous allez faire ou la collaboration que vous allez avoir avec votre organisme de protection sociale, voire de votre juriste, mais nous allons intervenir plutôt après sur le formalisme de mise en place. Donc, vous vous êtes penché sur les garanties comme on l'a dit, on a apprécié le montant de la protection sociale souhaitée et là, on s'est posé la question des catégories pour adopter la couverture choisie. L'acte de mise en place. L'acte de mise en place au sein des entreprises va dépendre, encore une fois, de toute cette réflexion préalable que vous avez eue avec votre juriste et votre organisme de protection sociale ou dans votre service ressources humaines et votre organisme de protection sociale. Donc, soit vous n'avez aucune obligation conventionnelle particulière en matière de protection sociale, prévoyance et retraite, et vous souhaitez, parce que vous pensez que votre activité est nécessaire et que la tranche d'âge ou le public que vous avez au sein de votre société le nécessite, vous allez mettre en place par le biais d'une décision unilatérale votre régime de protection sociale. La décision unilatérale, elle va servir à dire voilà, l'entreprise, puisque ma convention collective ne prévoit rien, mon entreprise, je décide en tant que chef d'entreprise de mettre en place des garanties. Et pour cela, évidemment, vous avez des clauses obligatoires à mettre dans votre décision unilatérale d'entreprise. Soit vous avez un accord collectif de branche qui est prévu et dans cette hypothèse-là, vous vous dites « je n'applique que les dispositions de mon accord collectif de branche ». Eh bien, soit, là, vous n'avez pas de formalisme supplémentaire à faire en matière de couverture des garanties, mais attention, il se peut que vous ayez quand même une décision unilatérale à mettre en place ou une négociation à faire avec votre délégué syndical si vous avez des DS dans l'entreprise. N'oublions pas qu'au préalable, ça fait partie d'un ordre de négociation collective. Donc, du coup, il faudra prévoir par DIE ou autre la possibilité des cas de dispense. Je vais l'expliquer juste après. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de vous dire « je veux investir davantage mes salariés pour leur faire prendre conscience de l'intérêt de mettre en place un régime de protection sociale qui vient en complément de ce qui vous est imposé par la loi ou par la convention collective et je soumets mon projet à la majorité, un projet référendaire en fait, et je soumets mon projet pour en discuter. » Donc, en résumé, la décision unilatérale viendra en complément d'un accord de branche si vous voulez aller au-delà des dispositions ou viendra et sera obligatoire si vous décidez de mettre en place un régime qui ne vous est pas imposé. Et cet acte de mise en place est important et surtout, je vous dirais, impératif si vous voulez bénéficier du régime social et fiscal d'exonération favorable que nous aborderons à la fin de ce webinaire. Nous avons vu donc le préalable, comment mettre en place, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question, qu'est-ce que l'on doit faire au niveau du formalisme. Là vient le côté du contrat et du formalisme. La protection sociale complémentaire, pour qu'elle soit légalement qu'elle donne droit, excusez-moi, légalement aux exonérations de charges sociales, vous devez que ce contrat s'applique et soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou pour ceux qui entrent dans le champ des catégories objectives du personnel que vous avez couvert. Il y a des exceptions à ce caractère obligatoire. Ce n'est pas des exceptions. C'est-à-dire que l'URSSAF ou l'ACOS accepte de ne pas remettre en cause le régime favorable d'exonération de charges si vous avez prévu
une ancienneté légalement de 12 mois dans les régimes de prévoyance ou de retraite. Attention, et là j'alerte sur un point impératif qui, à mon sens, est appliqué par tous, mais je préfère le rappeler. Effectivement, puisque depuis 2016, notre régime de frais de santé est obligatoire, plus aucun acte fondateur de mise en place de ces régimes de protection mutuelle ne peut prévoir une ancienneté qui allait à l'époque de jusqu'à 6 mois. Ça veut dire quoi? Et je préfère le préciser quand même parce qu'on n'est pas à l'abri d'un oubli, surtout pour les entreprises qui ont mis en place leur mutuelle depuis bien longtemps, qui ont gardé leur organisme mutualiste, qui n'ont fait aucune modification sur leur contrat et sur la DUE qui mettait en place ce régime de frais de santé. Il se peut que vous ayez encore une petite référence à cette ancienneté. Alors, si vous n'avez pas eu de contrôle URSSAF, on ne vous a pas fait la remarque et on ne vous a très certainement pas retoqué sur cette problématique. Donc, si jamais vous êtes dans cette hypothèse-là, n'hésitez pas et surtout faites-le. Plutôt, c'est pas une hésitation, c'est, je vais vous dire, une obligation, même si je n'aime pas trop ce terme-là. Mais faites vite cette modification de votre décision unilatérale avec la suppression de cette condition d'ancienneté dans votre DUE. En cas de doute, prenez contact avec votre conseil, peu importe lequel, j'ai envie de vous dire, mais surtout un juriste ou votre avocat, je ne sais pas comment vous travaillez, mais c'est impératif, prenez conseil auprès de juristes qui feront le nécessaire et qui vous expliqueront et comment faire cette modification et cette évolution de DUE. Donc, on a, et là je reviens à mes petits moutons, on a ce caractère obligatoire. Donc, ce caractère obligatoire où on accepte des petites exceptions sans remise en cause du régime. Donc, dans ces cas-là, on a aussi notre deuxième petite exception à ce caractère obligatoire, c'est les cas de dispense. C'est les fameuses dispenses où vous dites, mesdames, messieurs, je mets en place un régime de prévoyance, je mets en place mon régime de mutuelle avec des conditions plus favorables, mais je vous laisse la possibilité, en tout cas, la loi, il y a d'ordre public, il y a des cas de dispense d'ordre public, donc qui laisse la possibilité aux salariés de ne pas adhérer à ce régime qui est mis en place dans l'entreprise et qui s'impose à tous, normalement. Et donc, ces cas de dispense, nous avons ce qu'on appelle la loi E20. La loi E20, c'est d'ordre public, c'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient présentes, et là je pense surtout au régime de frais de santé qui avait été mis en place en 2016, ou parce qu'il n'y en avait pas auparavant, eh bien toutes les personnes qui étaient présentes avant la mise en place, avaient la toute possibilité de dire qu'ils refusaient l'application de cette mutuelle, en fait, de ce régime de frais de santé, et qui pouvaient le faire à durée indéterminée. Tant que vous n'êtes pas dans une mise en place de décision unilatérale et de régime de frais de santé, alors tout cas de dispense pour les salariés qui arrivent après sont temporaire. Ça, attention, les employeurs ne l'ont pas souvent à l'esprit, mais c'est important de le savoir, c'est temporaire, c'est-à-dire que les cas de dispense, outre ceux d'ordre public, sont des cas de dispense facultatifs qui doivent être présents dans votre décision unilatérale de l'entreprise ou dans votre accord collectif d'entreprise qui est négocié, ou dans votre accord référendaire, peu importe l'acte de mise en place, mais en tout cas, elles doivent être présentes dans votre document, ceux qui ont un caractère facultatif, et c'est par nature temporaire. Je pense à vos apprentis qui ont moins de 12 mois ou même plus de 12 mois de présence, mais qui ne veulent pas bénéficier de la mutuelle, et dans cette hypothèse-là, vous devez d'obtenir de sa part déjà une acceptation écrite ou en tout cas une demande écrite plutôt de ne pas vouloir y recourir et surtout qu'il vous apporte le justificatif de son adhésion à une mutuelle. Les seules personnes qui n'ont pas à vous apporter de justificatif parce que c'est d'ordre public également, c'est les CDD de moins de 3 mois. Mais par couverture et pour éviter toute problématique, faites-lui et donnez
le document écrit que nous fournissons quand nous faisons, nous, un contrat de travail, nous vous donnons les 4 dispenses, il faut que ce document soit à minima rempli. Je passe à la caractéristique impérative numéro 2, qui est le caractère collectif. Alors, on a un caractère obligatoire du régime et on a un caractère collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous proposez à l'ensemble des salariés, et dans ce cas-là, cet ensemble des salariés est couvert par le régime que vous mettez en place. Donc, il n'y a pas la possibilité de prévoir de dire toi, tu fais partie de cette catégorie, enfin, tu fais partie de l'ensemble du personnel, mais non, tu n'y auras pas le droit, sauf ce que l'on a dit auparavant, le caractère obligatoire et nos 4 dispenses. Ou alors, vous avez décidé de mettre en place vos régimes de protection sociale et notamment la prévoyance pour certaines catégories de salariés. Alors là, c'est important. Je vais aborder donc cette catégorie objective qui existe et qui est impérative, qui a été précisée, on va dire, depuis le 1er janvier 2022 et qui est opposable à l'URSSAF puisqu'ils ont fait une mention expresse dans ce qu'on appelle le site Le BOSS, en fait, c'est le bulletin officiel de la sécurité sociale qui fait que lorsque vous avez un contrôle URSSAF, on peut opposer les publications qui sont faites sur ce site pour les diverses thématiques des chefs de redressement en cas de contrôle URSSAF, et notamment les régimes de protection sociale complémentaire ont fait partie depuis le 1er septembre 2022, et notamment les bénéficiaires et les catégories objectives. Alors, qu'est-ce qu'une catégorie objective? Une catégorie objective, c'est ce qui va vous permettre de déterminer et d'obtenir toujours ce régime de faveur des exonérations, qui va vous permettre de dire, je peux décider de prévoir diverses catégories et divers bénéficiaires, donc soit des cadres, soit des non-cadres pour la plus connue. On a aussi les critères, on peut faire référence à un bénéfice et des régimes, des garanties de risque différentes en fonction des tranches de rémunération. Alors là, pareil, la tranche de rémunération, avant on parlait de la tranche A, de la tranche B, de la tranche C, c'est l'explication que je vous ai donnée au début. Ça n'existe plus, donc on parle de tranches de rémunération par référence à 1, 2, 3, 4 ou 8 plafonds de la sécurité sociale. Voilà. On a également le critère qui peut être pris en compte pour déterminer vos catégories de personnel couverts, c'est les classifications professionnelles. Je rajoute également des sous-catégories avec des niveaux de responsabilité, les fonctions. Donc là, vous l'avez sous le critère carte 4. Et enfin, le critère 5 qui est des catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixés en vigueur dans la profession et les catégories spécifiques. Là, j'apporte des précisions. Vous vous dites, oh bah c'est simple, maintenant je vais pouvoir négocier en me disant, bah tiens, lui il va bénéficier de telle couverture. Enfin, lui, quand je dis lui, c'est la catégorie de lui plutôt, la catégorie des personnes que vous avez déterminées en fonction de vos critères. Pas de souci, mes actes, ils vont prendre 5 critères, je vais définir 5 catégories et puis c'est tout bon. Alors oui, mais non. Je vous conseille encore une fois là de vous rapprocher de votre conseil ou de réanalyser exactement ce tableau qui est très important. Pour la catégorie des cadres et des non-cadres ou la catégorie donc critère 1, critère 2, on va dire plus ou moins pas de souci, même si j'apporterai une précision juste avant, parce qu'en fait, il y a une présomption de couverture de l'ensemble des salariés placés dans une situation identique, que ce soit pour les régimes de prévoyance, incapacité de travail, invalidité, incapacité d'essai ou les frais de santé. Donc ça, c'est pour les frais de santé, on précise juste que c'est à condition que l'ensemble du personnel soit couvert par un régime de mutuelle, puisque c'est obligatoire pour tous depuis le 1er janvier 2016. On passe aux critères 3, 4 et 5. Et là, vous voyez que
Encore pour le critère 3 et les classifications professionnelles, nous avons une présomption de couverture de l'ensemble des salariés qui sont placés dans une situation identique, à condition que l'ensemble des salariés soient couverts par ces mêmes risques, par ces mêmes garanties, pardon. Mais quand on passe au critère 3, mutuelle, ou au critère 4, 5, prévoyance et mutuelle, eh ben là, vous n'avez plus de présomption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va falloir que vous soyez à même de justifier votre catégorie, les garanties qui sont couvertes, et voire même expliquer pourquoi vous avez souscrit ces garanties-là pour cette catégorie-là et que vous soyez à même de dire que les autres catégories que vous avez choisies ne sont pas, en tout cas, ne sont pas dans l'obligation d'en bénéficier parce que leur fonction ou leur catégorie de professionnels ou leur classification ou leur activité professionnelle, leur emploi, n'en a pas besoin. Donc là, si vous voulez, autant les deux premiers, d'ailleurs, on va dire que la plus utilisée est quand même celle des catégories cadres et non cadres. Hein. Mais si vous utilisez, parce que c'est quand même laissé à votre disposition, il faut l'entendre, hein, il n'y a pas de restriction dans mes propos, c'est juste qu'il faut être davantage rigoureux dans l'application des critères, dans la recherche des critères et surtout dans l'analyse des risques que vous souhaitez mettre en place pour chaque catégorie, pour être sûr que celle de la catégorie 1 qui est par rapport à la catégorie 2 ne devait pas bénéficier des garanties de la catégorie 2 et inversement. Voilà pour les précisions. Je voulais faire un petit focus effectivement sur ce qui est de la catégorie des cadres et non cadres, puisque avant, on parlait de la catégorie des cadres, on faisait référence à la NID 47, article 4 et 4 bis et de l'article 36. Dorénavant, toujours notre même problématique de l'ANI 2017, de la fusion entre la GIRC et l'ARCO, les notions ont été partiellement reprises par l'article 2.1 et 2.2. Mais l'article 36, quant à lui, où on parlait d'assimiler cadres, n'a pas été repris. Donc, les accords de branche doivent se mettre aux normes, les conventions collectives, qui sont inadaptées peut-être aujourd'hui, ont l'obligation de se mettre aux normes avant le 31 décembre 2024. Pour vous, en tant qu'entreprise, le décret qui en fait mention de cette période transitoire, c'est le décret du 31 juillet 2021. Pour vous, entreprise, qui avez encore des actes de mise en place qui fait des références à des articles 4, 4 bis, article 36. Donc 4 et 4 bis, c'était les cadres ou les cadres dirigeants qui bénéficiaient également de la couverture. Et les articles 36, c'était les assimilés cadres. C'était ceux qui, dans leur convention collective, sont à un haut niveau de non-cadre et qui, grâce à l'AGIRC-LARCO, donc prévoyaient que ces articles 36-là pouvaient rentrer dans une couverture cadre. Alors, attention, vous avez effectivement, vous aussi, jusqu'au 31 décembre 2024, mais si vous avez apporté des modifications à votre acte de mise en place et même à votre contrat depuis le 1er janvier 2022, vous n'avez plus cette période transitoire de mise en place. Donc, inquiétez-vous de savoir si les modifications que vous avez opérées depuis le 1er janvier 2022, vous, de votre côté, pas les branches ou pas les entreprises nouvellement créées qui font référence aux conventions collectives inadaptées. Je parle bien de vous, chef d'entreprise, avez décidé de renégocier plus favorablement et en changeant les bénéficiaires, inquiétez-vous et revoyez peut-être votre acte de mise en place si vous avez bien pris en compte ce décret du 30 juillet 2021 qui vient redéfinir la notion d'encadrement. Alors, nous avons tout bien fait, on a bien suivi, on a les bonnes catégories, on a appliqué de façon juridique et légale, toutes les conditions sont réunies. Alors là, si toutes les conditions sont réunies, vous avez ce fameux régime social et fiscal favorable que j'explique depuis tout à l'heure et qui est pratiquement dans une phrase sur deux.
Vous avez le régime social le plus favorable pour la prévoyance et la mutuelle. Donc là, vous avez l'explication. C'est l'exonération de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un certain plafond et dans la limite d'une certaine rémunération brute soumise. En revanche, pour le régime de prévoyance, ça rentre, et mutuelle également, hein, ça rentre dans la base de la CSG, CRDS, la cotisation, la part patronale, sans abattement. D'ailleurs, c'est pris en compte à 100%. Et pour les autres employeurs qui sont concernés par la taxe sur les salaires et le forfait social, c'est soumis à taxe sur les salaires et forfait social. En ce qui concerne le régime fiscal de prévoyance et de mutuelle, attention, le régime de frais de santé, donc de mutuelle, est différent puisque la part patronale de cotisation, donc les 50%, les 60% ou les 100% que vous prenez en charge, n'ont aucune exonération. Hein, elles rentrent intégralement fiscalement dans la base fiscale des salariés. Pardon. En revanche, comme pour les autres contributions de prévoyance, il y a une exonération fiscale qui est plafonnée, comme vous pouvez le voir en deçà. Je ferai une dernière petite précision et qui est également importante. Lorsque vous vous rapprochez de vos organismes de protection sociale, demandez-leur et surtout, ou faites le même préalablement à ce que vous en ayez l'obligation de vous rapprocher d'eux. Pour vos contrats actuels, demandez-leur si vous avez les clauses des contrats responsables. Pour la garantie 100% santé pour la mutuelle, parce que c'est une des conditions qui vient pour avoir ce régime social favorable, en plus du caractère collectif et obligatoire. Je vous dis cela pourquoi? Parce qu'en fait, même si votre organisme de protection sociale se doit de vous fournir à aujourd'hui des contrats dits responsables, il se peut que vos contrats antérieurs, encore une fois, parce que vous avez un vieux contrat, n'est peut-être pas forcément aux normes, même si évidemment, ils tendent à avoir communiqué sur le sujet et j'en suis convaincue. Inquiétez-vous-en parce que vous êtes seul responsable en cas de clause non conforme. J'en terminerai par la retraite, alors rapidement parce que ça nécessite quand même un webinaire, je pense, sur la thématique un peu plus approfondie. Mais tout comme on a expliqué au début que la protection complémentaire, ça voulait dire ça vient en complément du régime de base et du régime complémentaire, vous avez des régimes supplémentaires qui existent. Le PERECO, donc c'était anciennement le PERCO, si ça parle un peu plus aux personnes. Donc le PERECO qui est le plan d'épargne retraite collectif. Il y a aussi le PERO qui est un plan d'épargne obligatoire. Et le PERIN, et là je parle plutôt aux chefs d'entreprise ou aux indépendants qui veulent mettre en place des plans d'épargne, mais individuellement, c'est le plan d'épargne justement individuel et qui se fait hors entreprise. J'en profite pour vous dire que nous avons un département qui s'occupe de la gestion de patrimoine et qui peut très bien vous assister dans des audits, dans des présentations et qui peut vous assister, qui peut vous accompagner jusqu'à la souscription des contrats de mutuelle, de prévoyance et même de retraite supplémentaire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez qu'une étude soit faite, alors tant en partie fiscale pour vous assister en tant que conseil client, mais surtout et pour cette partie retraite où on peut vous assister. Voilà. Donc, en conclusion, revoyez vos actes de mise en place. Rapprochez-vous de vos juristes et rapprochez-vous de vos organismes de protection sociale et revenez vers nous si vous avez besoin de conseils pour la gestion de votre patrimoine. Nous serons ravis de vous assister en la matière. Je suis désolée, mais à ce jour, aujourd'hui, au vu du contexte, on ne va pas pouvoir répondre à vos questions que vous auriez à nous poser. En revanche, et c'est là où j'insiste, n'hésitez surtout pas à revenir vers vos juristes, vos interlocuteurs en fait habituels pour poser les questions et nous serons ravis de vous répondre par mail. Vous avez bien évidemment le mail ou le téléphone de vos conseils des 10 juristes qui font partie d'Exconnexiam évidemment et n'hésitez pas à revenir vers eux. Enfin,
Nous vous proposons, comme la dernière fois et comme les 2 autres fois, de répondre à ce sondage, à un sondage rapide. C'est important pour nous, ces retours, parce que ça permet de nous adapter davantage lorsque nous ferons le prochain webinaire qui se déroulera en début d'année. Et j'en profite également pour vous repréciser qu'on a mis en place un site où vous pouvez visionner ou revoir l'ensemble des webinaires qui se sont passés. Alors l'ensemble, là aujourd'hui, il y en a 3, mais ils vont être alimentés dès l'année 2023, évidemment, sur nos thématiques sociales, mais également sur d'autres thématiques. Et vous allez pouvoir revoir le replay sur la loi santé. Vous allez également pouvoir revoir sur la loi pouvoir d'achat et également tout ce qui est actualité sociale que nous vous délivrons le plus régulièrement possible et les offres que nous sommes à même de vous proposer pour vous assister en matière sociale. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.